Lundi 19 avril de l'an 2021, bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. La Commission béninoise des droits de l'homme a effectué dans la matinée de ce 19 avril un point de presse afin de faire part de l'opinion publique nationale et internationale son rapport sur l'élection présidentielle au Bénin. À suivre dans un instant. À suivre également dans cette édition le décryptage de l'ancien bâtonnier et acteur politique Jacques Migan sur le taux de participation au scrutin présidentiel du dimanche 11 avril dernier au Bénin. La création d'un cadre juridique organisationnel et structurel adéquat permettant l'essor du sport béninois a franchi une étape importante ce lundi 19 avril 2021 à l'hôtel Bénin Royal de Cotonou. Bonsoir si vous nous recevez. La Commission béninoise des droits de l'homme a effectué dans la matinée de ce 19 avril un point de presse afin de faire part à l'opinion publique nationale et internationale son rapport sur l'élection présidentielle au Bénin. Cette déclaration qui a révélé les observations sur les éventuelles violations des droits de l'homme a noté quelques irrégularités dans le processus électoral avec par exemple des postes de vote qui ont été ouverts plus tôt que prévu comme à 5h45 et 6h45. Je vous invite à suivre le président Isidore Clément Capochichi au micro d'Abdelkader Achirou. Les constats suivants ont été faits. Si la Commission béninoise des droits de l'homme note et se réjouit du fait que tout au long du processus électoral et conformément à sa recommandation faite dans son rapport 2019 sur l'état des droits de l'homme devant l'Assemblée nationale le 21 octobre 2020, aucune coupure du réseau Internet et des appels internationaux n'a été observée. La Commission a également relevé l'intérêt des citoyens à comprendre les nouvelles dispositions relatives à la question du parrainage expérimentées pour la toute première fois dans le cadre des élections présidentielles de 2021 au Bénin. La Commission a observé au cours de la période consacrée à l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection présidentielle deux faits, à savoir, M. Galiou Soglo a été victime d'une agression physique dans la nuit du vendredi 5 février 2021. Ce dernier a déposé sa candidature indépendante aux élections présidentielles d'avril 2021. Selon le communiqué du procureur de la République en charge de l'affaire, il n'a pas été possible d'identifier le ou les auteurs de cette agression, ni de déterminer le ou les mobiles. En vue de la manifestation de la vérité, une information judiciaire contre X pour les faits de tentative d'assassinat sur la personne de M. Galiou Soglo a été engagée. Madame Rekia Madougou, dont la candidature présentée par le parti Les Démocrates a été rejetée pour défaut de parrainage, a été interpellée dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours mettant en cause deux autres personnes le 5 mars 2021 après un meeting politique et placée sous mandat de dépôt à la prison de Misrété. Selon les déclarations du procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, elle est accusée de financement du terrorisme. La Commission béninoise des droits de l'homme constate que les deux dossiers liés aux faits ci-dessus rappelés sont en instruction au niveau des autorités judiciaires et elle demeure attentive à l'évolution de la procédure. La Commission note qu'au cours du déroulement de la campagne électorale, dans la période légale allant du 26 mars au 9 avril 2021, la campagne électorale s'est déroulée sans incident majeur. La Commission a toutefois observé au cours de cette période plusieurs violations de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. On peut citer la violation de l'interdiction de faire campagne entre 23h et 7h, article 50. La violation de l'interdiction
faite à tout agent public de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins circulaires ou documents de propagande et de porter ou d'aborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats. Article 53. La violation de l'interdiction relative aux objets utilitaires à l'effigie des candidats ou symboles des partis, ainsi que leur port et leur utilisation. Article 54. Et enfin, la violation de l'interdiction faite aux associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues de soutenir des candidats. Article 58. Toujours au cours de la campagne électorale, en ce qui concerne la couverture médiatique, la Commission a pris acte des décisions de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour réguler la couverture médiatique au cours du processus électoral. À cet égard, la Commission salue le professionnalisme dont ont fait preuve les journalistes tout au long du processus électoral. Elle a noté avec beaucoup de regret que certains organes de presse, pourtant reconnus par la HAC, ont dans leur parution donné des informations peu crédibles. La Commission se réserve le droit de transmettre à l'organe de régulation quelques éléments et articles recensés qui mettent en cause l'équilibre, la neutralité et l'honnêteté des journalistes. Dans un autre registre, à partir de la nuit du 5 avril 2021, au regard des informations recueillies, la Commission a noté qu'il y aurait eu de nombreuses violations et atteintes aux droits de l'homme dans quelques villes, notamment celles du centre et du nord du pays. Les violations enregistrées sont notamment l'atteinte au droit à la vie, à l'intégrité physique, des destructions et incendies de biens publics et privés, des entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans certaines communes, quelques déplacements internes de personnes, ainsi que des attaques contre des personnes civiles, des symboles et l'autorité de l'État, notamment les forces de défense et de sécurité. La Commission béninoise des droits de l'homme, sur la base des nombreuses informations reçues, a décidé, en application de l'article 31 de la loi numéro 2012-36 du 15 février 2013 précitée, de s'auto-saisir de tous les cas de violation des droits de l'homme dont elle a connaissance et présentera en son temps un rapport circonstancié sur le processus électoral en vertu de l'article 31 alinéa 4. Dans son rapport publié ce 19 avril 2021 à Cotonou sur les élections présidentielles, la Commission béninoise des droits de l'homme présidée par Isidore Clément Kapochichi a révélé plusieurs violations de la loi 2019-43 du 15 septembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Il s'agit notamment de la violation de l'interdiction de faire campagne entre 23h et 7h, article 50, la violation de l'interdiction à tout agent public de distribuer au cours de 16 heures de service les bulletins circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'aborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats, article 53. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration lue par le président de cette institution. Le dimanche 11 avril 2021, jour du premier tour des élections présidentielles, les constats suivants ont été faits et ont trait au respect des mesures barrières contre la COVID-19. Violation du droit de vote des citoyens, participation électorale, participation des femmes et d'autres catégories spécifiques de personnes. La Commission note avec satisfaction la présence d'un agent en charge de la surveillance des mesures de prévention contre la COVID-19 dans la plupart des postes de vote visités par nos observateurs et moniteurs. Toutefois, la Commission constate que les gestes barrières contre la coronavirus, notamment la distanciation physique, n'a pas été respectée dans la plupart des postes de vote pendant le démarrage, le déroulement et le dépouillement des opérations de vote. Les observateurs et moniteurs déployés par la Commission ont également constaté dans certains centres de vote que les membres des postes de vote étaient installés l'un à côté de l'autre
sans respect de la distanciation et du port du masque. La Commission appréhende les conséquences de la non-observation des gestes barrières sur la propagation de la COVID-19. La plupart des postes de vote ont ouvert sur l'ensemble du territoire national et étaient accessibles aux électeurs. Toutefois, des violations des droits des citoyens ont été relevées de part et d'autre sur l'ensemble du territoire. La Commission a constaté, par le biais de ses observateurs et moniteurs sur place, que certains postes de vote n'ont pas pu s'ouvrir jusqu'à la fin de la journée. Les raisons signalées sont entre autres la résistance des populations qui ont opposé un refus catégorique aux membres de postes de vote de se déployer, l'absence de matériel dans certains postes de vote, la non-ouverture des locaux devant abriter le scrutin, détention des clercs du centre par une tierce personne. Certains postes de vote qui ont démarré le scrutin ont été fermés par les manifestants. C'est le cas du centre de vote de San Giro et plus précisément le poste de vote numéro 1 et numéro 2, commune de Pereret. Beaucoup de postes de vote ont ouvert au-delà de 7 heures, heure fixée par la loi pour le début du scrutin. La Commission a noté également des ouvertures prématurées avant l'heure légale qui est fixée à 7 heures. On peut citer le cas des 2 postes de vote du centre de vote Zumbo Mission qui ont ouvert à 5h45 et le poste de vote 1 de Ranga Public d'Abodji à Bopa qui a ouvert à 6h45. Dans certains postes de vote, les listes électorales affichées ont été déchirées. Certains membres de poste ont assumé leur mission dans le respect du code électoral. Par contre, la Commission a constaté que plusieurs autres ont été défaillants. En effet, certains électeurs venus au poste de vote n'ont pas pu exprimer leur droit de vote parce qu'ayant constaté que d'autres personnes ont déjà exercé leur droit de vote à leur place. Cette violation pourrait impliquer la complicité des 10 membres des postes de vote. C'est le cas d'une dame au poste de vote Kobli Centre, commune de Matéri. Certains observateurs de la Commission ont également constaté des votes multiples. C'est le cas au centre de vote EPP Djakotome Centre dans le Koufo, au poste de vote numéro 2. Le PP Tosunro, groupe A et B, arrondissement d'Akodera, commune de Comé. Des bourrages d'urnes dans certains centres de vote, notamment au centre de vote du CEG Bani Kani, au poste de vote Rose-Croix Bamaro. Des cas d'actes de corruption des membres de postes de vote ont été rapportés par les observateurs déployés par la Commission. Dans certains postes de vote, le matériel électoral, notamment l'isoloir, était mal disposé, ne présentant pas ainsi le respect du secret du vote. C'est le cas de poste du vote numéro 1 de EPP Dondongu, commune de Tukuntuna. Dans d'autres, les isoloirs sont défectueux. La participation électorale. L'ensemble des observateurs et moniteurs déployés par la Commission béninoise des droits de l'homme sur le territoire a relevé que les populations inscrites sur la liste électorale aux premières heures de la journée du scrutin ont marqué à certains endroits un manque d'intérêt, avec pour conséquence une baisse de l'affluence constatée lors des élections précédentes. La participation des femmes et d'autres catégories spécifiques de personnes. La Commission a noté une faible implication des femmes dans le processus électoral. Au niveau des 3 duos en lice, aucun n'avait comme candidate titulaire une femme. Sur les 6 candidats en lice, on note une seule femme. Le même constat est fait au niveau des postes de vote qui sont pour la plupart présidés par des hommes. Dans certains postes de vote, les personnes handicapées ou à mobilité réduite ont eu du mal à exercer leur droit de vote, car les lieux étaient situés en hauteur et aucune rampe n'a été prévue pour leur faciliter l'accès. De même, aucun dispositif n'a été prévu pour le vote des personnes malvoyantes, étant entendu que l'article 76 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 porte un code électoral en République du Bénin, ne prévoit l'assistance
à l'électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique que lorsque ce dernier est dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l'urne. Aucune disposition ou assistance n'est prévue aux personnes du troisième âge et à celles à mobilité réduite afin de leur permettre d'exercer leurs devoirs civiques. Le taux de participation au scrutin présidentiel du dimanche 11 avril dernier au Bénin fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon l'ancien bâtonnier et acteur politique Jacques Migan, ce taux de participation est normal au regard de certaines pesanteurs et considérations politiques. Je vous invite à suivre son décryptage au micro d'Abdelkader Achiro. Le taux de participation qu'on a connu est celui qui est annoncé par la Sénat et confirmé par la Cour constitutionnelle. C'est vrai, comme vous le dites, nous avions entendu une plateforme électorale, si vous préférez des observateurs, qui ont annoncé un taux de participation aussi. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est le taux officiel. Le taux de 50,37% ou 36% au départ par la Sénat, taux qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle et est porté à 50,60%. Est-ce que c'est un taux suffisant? Je vous dis d'emblée que la réponse est oui. Oui, parce que quand nous tenons compte des élections présidentielles que nous avions connues au Bénin depuis je dirais même depuis 2001, sous le général Mathieu Kérékou, 2006 avec le président Boniaï, 2011 toujours avec le président Boniaï et en 2016 avec le président Patrice Talon, le taux de participation tournait autour de 66, 76, 68%. Donc on n'a jamais dépassé ce taux sous l'ère du renouveau démocratique. On dit un taux de participation de 66%, aujourd'hui de 50%. Il faudrait tenir compte d'une chose qui est très importante, c'est-à-dire que les Béninois n'ont jamais voté 100%. Vous avez toujours 30% de Béninois qui ne votent pas. Ils ne sont ni de la mouvance, ni de l'opposition. C'est des gens qui ne votent pas, le vote n'étant pas obligatoire, donc ils ne trouvent point intérêt à aller voter. Ils ne votent pas, c'est reconnu. C'est pour ça que nous avions toujours obtenu, lors des différentes élections présidentielles, le taux qui avoisine 66%. Alors, et quand je disais tout à l'heure que le taux de participation de cette année, annoncé par la Cour constitutionnelle, tourne autour de 50,60%. Donc, ce qui veut dire que entre 50,6% et 66%, qu'on avait eu l'année en 2016, il y a un gap de 16%. Et pourquoi ces 16% n'ont pas participé, n'ont pas voté? Tout simplement parce que vous avez une bonne partie de ces 16% qui sont de ce parti qu'on appelle les démocrates, avec comme président d'honneur le président Boniaï. Donc ils doivent être tournés autour de 11%, qui n'ont pas du tout fait le déplacement dans les postes de vote pour faire leur devoir civique. Vous avez ensuite des gens qui sont des inconditionnels de M. Adiavon Sébastien, qui n'ont pas fait non plus le déplacement le 11 avril dernier pour effectuer leur devoir civique. Et en fait, et c'est le plus grave, nous avons ceux de la mouvance, je dis bien ceux de la mouvance présidentielle qui n'ont pas fait le déplacement, tout simplement parce qu'ils ont estimé que le chaos, comme on l'a annoncé avant les élections, est déjà acquis. À quoi bon se lever, à quoi bon sortir pour voter? Alors c'est là où je me suis dit que si les nôtres avaient voté, et j'entends par là ceux-là de la mouvance, on aurait, le taux allait tourner autour de 56, 55, 56%. Et je peux même dire ceci en ce qui concerne ceux de la mouvance qui ne sont pas sortis. Il y en a qui n'ont même pas fait l'effort et qui sont des responsables des partis de la mouvance, qui n'ont pas fait le travail qu'ils devraient faire, ou qui ont pensé à eux-mêmes, au lieu de penser aux candidats, au duo
Patrice Talon Talata. Ils n'ont pas fait cet effort. Ils ont privilégié leur intérêt au détriment du duo. Ah, ça, c'est très grave même, je dirais. Et ça s'est retrouvé au niveau des différents partis qui ont créé des frustrations au niveau des différents membres des partis politiques. L'école d'initiation théologique et pastorale commémore les 160 ans de l'arrivée des missionnaires au Bénin. Cet événement important dans la vie de l'Église a démarré le samedi 17 avril par une veillée de mission sur le site de la dite école dans l'enceinte du collège Père-au-Pierre à Cotonou. Celle-ci a mobilisé aussi bien des missionnaires, des prêtres que des fidèles. Cette veillée renseigne les responsables de l'école d'initiation théologique et pastorale est l'une des activités prévues par le cadre de la célébration. Père Francesco Borghero et Père Francisco Fernandez sont les deux premiers missionnaires arrivés à Ouidah le 18 avril 1861. Je vous invite à suivre des extraits des interventions du Père Rodrigue Bedinou et du Père François de Desmerose lors de cette veillée. Ce sont des propos recueillis par Abdelkader Achiro. Nous avons célébré à travers la mémoire la gloire de celui qui envoie en mission le Père et la même gloire de celui qui est envoyé en mission et nous envoie nous aussi le Fils. Nous avons célébré aussi la gloire de celui qui anime la mission et la conduit l'Esprit Saint. Cette veillée donc nous indique que la mission c'est l'action de Dieu. C'est Dieu qui en a la priorité. Ce qui commençait là sans bruit le 18 avril 1861 voudrait aujourd'hui se poursuivre par nous et avec nous. Cette veillée souligne que la mission est essentiellement transmission. Comme l'exprime ce soir la présence du directeur du collège Père-au-Pierre par rapport à ces lieux, et c'est comme une transmission. Et aussi la présence du Père François de Desmerose, de l'ordre des prêcheurs, pour sa prédication, qui nous éveille, tous et chacun selon notre état, à la mission. Cette veillée, chers amis, exprime aussi que la mission est coopération, dans la diversité qui est propre à l'unité de la mission. Plusieurs congrégations ou instituts sont ici présents, divers états de vie engagés pour l'unique mission, annoncer le Christ, rédempteur de l'homme et de tout homme. C'est cette même œuvre qui se décline à travers la belle participation de vous tous, des diverses commissions et différents services de l'école, qui a activement préparé ces célébrations que je salue. Cette veillée en ce lieu en chantier et en réhabilitation nous rappelle que le but de la mission, c'est la réhabilitation de l'homme dans sa dignité. Voilà, chers amis, ce que le Seigneur a pu réaliser par nous, avec vos deux pains, avec vos 5 pains de poisson. Mais nous sommes toujours en chantier, car les chantiers de la mission sont infinis. Cette veillée, non seulement nous renvoie à nos missions ecclésiales, familiales, culturelles et sociopolitiques, mais aussi nous envoie en mission, au large, en eau profonde, vers les nombreuses périphéries existentielles. Nous célébrons ce soir la mémoire de la mission. Or, la mission est inscrite au programme du disciple. Mais avant toute chose, notre regard rétrospectif se porte sur ces héros de la parole qui nous ont transmis cet héritage précieux de la foi. Et notre premier sentiment,
c'est d'abord de nous mettre en action de grâce pour le don de la foi. Le don de la foi que nous avons reçu en toute gratuité et à travers les péripéties de l'histoire dont nous avons entendu quelques traits très partiels, mais que nous devons apprendre à découvrir petit à petit. Le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde, mais cette pandémie ne devrait pas constituer un handicap. Le continent africain ne devrait pas se laisser abattre par les annonces, mais il doit plutôt en tirer les ressources pour se relancer et réduire sa dépendance vis-à-vis des autres continents, dit l'économiste Sylvain Boko, propos recueillis par Carles Kitome. La première chose, c'est d'éviter la panique à cause de cette maladie. Nous avons la chance que le virus étant arrivé et n'est pas un virus qui est nécessairement meurtrier. C'est-à-dire, ça peut même s'éviter. Il y a des responsabilités au niveau de chacun de nous et ceci même au niveau des entreprises. Normalement, à la date d'aujourd'hui, dans toutes les entreprises sur le territoire béninois et la sous-région, on doit avoir un système de lavage des mains devant qui permet quand même que ce soit un système de lavage, que ce soit un système de gel hydroalcoolique, tout ce que vous voulez, pour que la maladie ne se propage pas. Parce que ce qu'on dit, l'effondrement de l'économie va voir le jour lorsque les gens qui auront contracté la maladie ne pourront pas travailler. Mais si on arrive effectivement à faire barrage à cette maladie qui est là, d'accord, mais on fait barrage à la contamination, etc. Mais ça veut dire que les gens vont continuer à travailler. On n'a pas besoin de penser déjà à l'effondrement de quoi que ce soit. Donc la responsabilité au niveau individuel, vous avez vu en venant chez moi, vous entrez dans ma maison, vous devez vous laver la main. Parce que le système de lavage des mains est là. Chaque entreprise devait avoir ça, mais ce n'est pas le cas. Il faut la prise de responsabilité. Il n'y a pas de petites entreprises. Même la coiffeuse, même le mécanicien, à ne pas parler des grandes entreprises comme les banques, etc. etc. Tout le monde doit normalement faire face ensemble et prendre les mesures très simples, comme lavage des mains. Nous devons utiliser donc cette chance pour réduire la dépendance de l'Afrique, de l'extérieur, par rapport à des décisions que nous pouvons, des mesures que nous pouvons prendre chez nous, sans attendre à ce que des équipements, n'est-ce pas, des médicaments, etc. viennent de l'extérieur. Moi, je vois qu'il y a des choses très spécifiques. Au lieu de parler d'aide au développement un peu dispersée, etc., que s'il y a des fonds qui vont venir de l'extérieur, que ce soit géré, pour maintenir et renforcer la capacité des infrastructures de la santé de notre continent, de renforcer, n'est-ce pas, les activités de la jeunesse. Un peu d'humour dans cette édition. La reprise des activités culturelles au Bénin a donné l'opportunité à l'humoriste Pasteur Zan de renouer avec le public. Sa première sortie depuis sa distinction de meilleur humoriste de l'année 2020 a eu pour cadre le Daddy Center d'Abomey Calavi. Retour sur cette soirée du rire avec Carles Kitome.
Mais là, pour le moment, famille t'es aussi, elle est ma famille. T'es calé, chaud. Oh, mao. Mais là, quand on va à mes calé, mais avant qu'on t'en a fait pas y payer. Tiens, toi, tiens, non, assez là. Je compte avec mes yeux. Béné, pour caca au niveau bizarre. Bon, tradition, mais donne un donne un poulet qui va, mais là, nous tradition, et pas de bois. Ah, réalisateur de film. Bon, film, on va encore. Est-ce que intéressé, moi? Bon, attendez, qui si nous fiez, il y a pas de notre famille, non? Bon, papa, toi, bien, bon. Papa. Oh, viens, le film est aimé, hein. Moi, j'ai qu'à dire. Et la souaille. Eh, oh. Je connais le qui bon, il y avait des mots, et la souaille, la table, la main. Et on peut filer la main. Ah! Ouais, là, donc, on tombe, tu regardes, tu vois, hein. Carrière de la bonne journée, carrière de ta fou. Bon, carrière de ta le réalisateur de la film, oui. Voilà, film à l'autre problème à temps. Parce que à des films, à sous des gabani, et vraiment, télévision, il m'a passé film à 6 km. Alléluia. Il a dit, voilà, à qu'on négocie, mais il a passé film même. Et il a eu la diffusion, il m'a passé film. À 6 km, mais là, c'est qui n'y a venu, et là, c'est 6 km, ma carrière. Pour la garder dans l'air. Alléluia. Pour tout le temps, ma garder dans l'air. Et on est tourné pour c'était important. Et on va. Bon, il y a tout le monde qui est quand il est négocié le film, on doit tout le monde moi de base, on laisse pour un d'animal. Jeune fille d'aujourd'hui, méfie-toi des jeunes garçons. Jeune fille d'aujourd'hui, méfie-toi des jeunes garçons. Ça! À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Au Tchad, un premier affrontement au sol a eu lieu samedi 17 avril entre les forces loyalistes et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Les combats se sont déroulés au nord de Mao, dans la province du Kanem, à plus de 300 km de la capitale N'Djamena. Le mouvement rebelle armé arrivé de sa base arrière de Libye est entré en territoire tchadien le 11 avril avec pour objectif de chasser Idrissa Déby du pouvoir. Les 2000 hommes de l'armée tchadienne dépêchés à la rencontre de la colonne rebelle du FACT campent depuis samedi après-midi au milieu du désert à environ 200 km de Mao. Après plusieurs jours de course-poursuite entre les montagnes du Tibesti et le désert, les deux colonnes se sont rencontrées en plein après-midi en terrain dégagé. L'Organisation mondiale de la santé OMS et l'Union africaine UA ont chacune leur stratégie, mais certains pays ne les attendent pas pour s'approvisionner directement auprès des fabricants. 2 pays en Afrique, l'Égypte et le Nigeria, ont décidé de financer des recherches pour trouver leur propre vaccin contre le coronavirus. Le Centre de recherche national NRC égyptien a ainsi été autorisé fin mars à lancer les essais cliniques de son Covivax avec l'ambition affichée de produire sur place pour desservir le marché intérieur, mais aussi d'exporter en Afrique. Au Nigeria, des équipes de scientifiques cherchent encore grâce aux 25 millions de dollars investis par l'État en janvier.
Et pour finir au Niger, les djihadistes ont encore tué dans le nord de la région de Tillabéri. 19 villageois ont été tués dans la soirée de samedi 19 avril alors qu'ils enterraient un des leurs. Les assaillants venus à moto sont ensuite repartis en direction du nord dans la zone de Lanzourou, frontière du Mali. Depuis quelque temps, l'insécurité est grandissante dans cette zone où plusieurs dizaines de civils ont été tués en moins de 2 mois. C'est peu avant la rupture du jeûne de Ramadan, au crépuscule, que le village de Gaïgoro a été pris pour cible par des assaillants armés venus à moto. Les victimes étaient rassemblées pour l'enterrement d'un vieillard au cimetière du village quand elles ont été sauvagement tuées. Ces victimes déjà en deuil ne se doutaient de rien jusqu'à l'irruption des djihadistes. Toutes ont été enterrées dans le même cimetière dans la soirée de samedi. Sport dans cette édition, la création d'un cadre juridique, organisationnel et structurel adéquat permettant l'essor du sport béninois a franchi une étape importante ce lundi 19 avril 2021 à l'hôtel Bénin Royal de Cotonou. Le comité technique de supervision de l'élaboration et ou de l'actualisation des différents tests, la charte nationale des sports, le document politique national des sports et le projet de loi sur le financement du sport a transmis son rapport général au ministre des Sports Oswald Omeki. Victor Lawin, rapporteur général du comité, a exposé au cours de la cérémonie les grandes lignes de la nouvelle boussole du sport béninois. Le projet de charte nationale des sports, dans sa nouvelle version, est conçu pour encadrer dans tous leurs aspects les 2 axes principaux de la pratique sportive que sont le sport pour tous qui vise le bien-être et le sport de compétition qui est régi par la recherche de la performance. Ce document est organisé en 4 livres. Le livre préliminaire précise l'objet et les champs d'application de la loi et propose une approche de définition de chacun des concepts essentiels évoqués dans le document. Le livre premier présente la forme d'organisation des activités physiques et sportives, énonce les rôles respectifs de l'État, des collectivités territoriales, des fédérations sportives, des ligues, des associations, des sociétés sportives et des organismes de représentation et de conciliation. Le livre 2, en désignant les acteurs sportifs, organise l'enseignement du sport et introduit les instruments de catégorisation des sportifs. Il formule le mode de gestion des associations de supporters et régule la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. Le livre 3 encadre la pratique sportive par des dispositions qui réglementent la mise en place et l'exploitation des lieux de pratique sportive, l'organisation des activités sportives et les manifestations sportives. Enfin, le livre 4 évoque la question du financement du sport et renvoie à la prise d'une loi spécifique. Ce document a été élaboré suivant le guide méthodologique d'élaboration des documents de politique et stratégie sectorielle du ministère en charge du plan et du développement. Les observations et amendements du comité, y compris ceux de la Direction générale des politiques de développement, ont été pris en compte. Le cadre stratégique retenu se résume par une vision, 3 orientations stratégiques, 4 objectifs spécifiques et 10 axes opérationnels. La vision proposée et validée par le comité de suivi se décline comme suit. À l'horizon 2030, le Bénin dispose dans toutes les disciplines sportives d'une organisation efficace, de compétences techniques avérées et de ressources matérielles et financières suffisantes pour se hisser au rang des grandes nations sportives.
Installé le 7 juillet 2020, le comité devrait restituer les conclusions de ses travaux au bout de 3 mois. Mais c'était sans compter sur certains aléas dans l'accomplissement de la mission. Son président Julien Minavoa a levé un coin de voile sur quelques difficultés rencontrées. Devant tous nos concitoyens et devant tous les acteurs du secteur dont vous avez la charge, de vous transmettre les documents, objets des conclusions des travaux du comité que vous avez bien voulu mettre en place. Voilà, les documents donc réceptionnés par M. le ministre. Certains des documents devraient être rédigés directement par nous, d'autres par des cabinets à qui certaines des tâches ont été affectées. Nous avions essayé d'harmoniser tout cela, mais je ne dois pas manquer de souligner que la coopération entre le comité et les différents cabinets n'était pas allé comme on l'aurait souhaité, ce qui est tout à fait normal, tout simplement parce que nous, en tant que comité, nous étions dans la logique de pouvoir terminer la tâche dans les délais contractuels, dans le délai qui nous a été imparti, les cabinets également. Malheureusement, leur démarche était telle qu'il leur était difficile de s'inscrire dans la durée. Malgré tout cela, aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire, Monsieur le ministre, que nous sommes arrivés à bon port et que tous les documents sont aujourd'hui prêts. Le ministre Oswald Omeki a salué le dynamisme des membres du comité et l'esprit critique qui a régné lors des travaux. Pour lui, le travail abattu est à la hauteur des ambitions du gouvernement de la rupture dans le secteur du sport. Quand j'ai regardé rapidement ce qui est consigné dans ces documents, rien que par la méthodologie, rien que par la structuration du document, je veux vous dire mon entière satisfaction sur le sérieux que vous y avez mis. J'avais dit au président que je savais que ce ne serait pas facile. Et je suis heureux de l'entendre dire, en rendant compte des travaux, que cela n'a pas été simple. Si cela avait été simple, alors j'aurais dit que le document n'est pas de bonne qualité. Les difficultés que vous avez eues à faire des options, à faire des choix, les difficultés que vous avez eues à harmoniser vos points de vue, connaissant la qualité, la richesse de chacune des expertises qui composent ce comité, pour nous, ne sont que la simple illustration de la qualité du travail final qui a été produit. Dans le domaine des infrastructures, nous avons engagé un programme ambitieux. Dans le domaine des réformes, nous avons, après avoir partagé le diagnostic, décidé de faire tout ce qui est important pour que notre sport se positionne à la hauteur de nos ambitions. Dans le domaine de l'organisation, nous avons ensemble avec vous-même, les responsables des fédérations, pris un nouveau départ, mais nous n'aurions rien fait de durable si nous ne nous asseyions pas pour consigner dans un document de politique ce que devrait désormais être le sport, les loisirs et la jeunesse au Bénin. Et c'est pour cela que le pas que nous faisons aujourd'hui est pour moi un pas majeur dans la consolidation définitive des bonnes pratiques dans ce secteur. Maintenant que ce projet m'est transmis, nous allons à nouveau nous asseoir. Nous, acteurs,
en face de vous, membres du comité, pour challenger ce que vous avez dit. Il y a bien des acteurs du mouvement sportif qui n'étaient pas directement membres du comité, même si je sais, et je veux vous remercier, que vous avez fait une large consultation. Nous allons le challenger pour nous assurer que nous n'avons rien oublié, pour nous assurer que nous avons tous compris ce que vous avez consigné dans ces documents, pour nous assurer que, une fois que nous les aurons fait adopter aux différents niveaux d'adoption, d'approbation, que sont l'exécutif et le Parlement, que tout le monde aura compris définitivement le choix que nous avons fait de nous positionner parmi les grandes nations du sport mondial. Le comité a également jeté les bases pour une nouvelle orientation des politiques de la promotion des loisirs, notamment endogènes. Retrouvons Victor Lawin, rapporteur général du comité, pour plus de détails. Pour ce qui est du projet de charte des loisirs, dans la confection du projet de ce document, le comité a défini clairement les loisirs qui seront régis par la future charte. L'accent a été mis sur le rôle des acteurs publics, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales décentralisées, et des acteurs privés avec une précision sur les conditions d'exercice des loisirs en République du Bénin. Par ailleurs, la sécurité des infrastructures et la responsabilité des acteurs sont prévues de façon claire afin d'éviter au maximum les difficultés d'interprétation qui peuvent s'opérer. Les dispositions relatives au financement sont abordées de façon succincte, faute d'informations suffisantes sur l'existant. Le comité recommande donc que les tests d'application précisent de façon exhaustive les structures et mécanismes de financement des activités du secteur, ainsi que les implications fiscales en lien avec le dit financement, notamment en termes d'incitation. Le document de politique nationale des loisirs a suivi les mêmes démarches que celui des sports. Le cadre stratégique ici est une vision, 3 orientations stratégiques, 3 objectifs stratégiques et 3 programmes. Ce document permet au ministère des Sports de dégager les programmes devant être mis en œuvre pour les années à venir. Ainsi, la vision proposée est la suivante. À l'horizon 2030, le sous-secteur des loisirs est bien gouverné et modernisé, offrant l'accès aux loisirs endogènes à chaque Béninois en respectant des préférences individuelles, quel que soit le statut et le lieu de résidence. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention et bonne rupture à toute la communauté musulmane. Bonsoir.